avec mes sœurs, mais on parle pas du fait qu'on se sent parfois étranger dans notre pays. Parce qu'en fait, si tu le dis, bah, chouma. C'est-à-dire que t'es marocain, mais t'es pas marocain. Ça a été très oppressant parce que je le vivais très mal. On est monté dans le taxi, en silence. Je regarde la fenêtre, je sais même pas ce que je regarde. Et à la fois, t'es un peu submergé parce que t'es au Maroc. Tu reconnais les passages piétons et les bords de route rouge et blanc. Tu regardes les arbres, etc. Et en fait, mon regard était bloqué là-dessus, ma tante à ma droite, et en fait, on était en silence. Et ouais, je me rappelle, peut-être même je bloquais mon regard sur la fenêtre pour pas faire face à cette situation-là. Et c'est pour ça que je m'appelle le petit Marocain. Je suis un petit Marocain et je suis là pour apprendre. Et je vais apprendre à être Marocain. Et moi, je suis né Marocain, mais je le suis devenu à l'âge de 23 ans en habitant ici. Mon père, il est Marocain, je suis Marocain. Et en fait, à cause d'une non-transmission, ça me met dans des situations très inconfortables dans mon pays, dans son pays, dans notre pays. Le Maroc, il est connu de trois manières. Le bled, pour la diaspora, Marrakech, boîte de nuit, couscous chameau désert. Ça, le Maroc, tout le monde connaît le Maroc, mais principalement à travers ça, je dirais. Sauf que c'est des réalités, mais en fait, le Maroc, c'est tout ça. Plus que ça. Exactement. Donc si toi, tu connais que ça, bah c'est toi le blédard. T'es à côté de la plaque, tu connais pas ton pays. Salut Sinan, bienvenue sur Entreprendre et vivre au Maroc. Merci Stéphane. C'est un plaisir d'être ici, c'est un plaisir d'être sur cette fameuse chaîne. Surtout que je la regardais avant de venir au Maroc. Et voilà, ça me fait marrer d'être là à côté de toi maintenant. De l'autre côté. Exactement. Pour moi, c'est un grand plaisir aussi, parce que je te suis, je sais pas si c'est depuis le départ, mais ça fait pas mal de temps. J'ai bien aimé ton énergie et tout ce que tu as partagé sur les réseaux. Donc, je voulais vraiment que tu viennes sur la chaîne. Ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. On va commencer à remonter à ton enfance. Quels sont les premiers souvenirs que tu as du Maroc en tant que pays? Alors moi, les premiers souvenirs que j'ai, bah franchement, c'est que des souvenirs joyeux. Je venais au Maroc tous les étés, enfin quasiment tous les étés pour les vacances. Et bah voilà, c'est des souvenirs avec toute la grande famille, des souvenirs où on court partout dans la maison, où on rejoint tous les cousins, on va à la plage, on mange trop bien. Donc c'est des souvenirs, ouais, vraiment, j'entends des rires, je vois des sourires. C'est vraiment plein de souvenirs hyper chaleureux euh, qui en fait ont créé ce lien avec le Maroc, parce que mon père est marocain, ma mère est française. Et donc plein de souvenirs positifs qui m'ont attaché petit à petit au Maroc. Est-ce que vous veniez traditionnellement tous les étés, comme beaucoup de familles? Exactement. Nous, c'était pas tous les étés, au début c'était tous les étés, après c'était un peu tous les 2 ans. Donc voilà, on venait régulièrement et on avait vraiment cette attache-là au Maroc. Et c'était quelle partie du Maroc? Alors moi, je suis de Saïdia. Saïdia, donc la frontière avec l'Algérie. Et donc je suis de Saïdia, mais j'ai de la famille à Oujda, à Berken. Donc en fait, on tournait en fait un peu dans ces trois villes-là. Et du coup, c'était des vacances à la plage. euh, voilà, des petites vacances d'été comme il faut, en se reposant tranquillement. À ce moment-là, est-ce que tu avais déjà en tête des questionnements sur ton origine, le pays du Maroc? Bah, pas du tout. Parce qu'en fait, quand t'es enfant, t'es là, t'es juste heureux. Tu profites. Tu profites, tu manges une semaine au petit déjeuner, c'est que du positif, tu vois. Et t'as des cousins, t'as des tantes, vous vous comprenez pas, mais on s'en fout parce qu'en fait, vous vous comprenez quand même et vous pouvez jouer ensemble. Moi, je jouais au foot avec mes cousins, même si on s'échangeait peut-être un mot, deux mots, mais on se comprenait à 100%, on fêtait nos anniversaires ensemble. Donc non, il y avait vraiment aucun questionnement, c'était juste bah, de la régalade et la communication passait par ailleurs. Et en fait, c'est au fil des vacances d'été et au fil au fil bah, de grandir, finalement, que cette réflexion elle est venue. Quand du coup tu commences à être un grand enfant et que là que tu réalises que tu n'arrives pas à parler, en fait, pas à communiquer avec ta famille, c'est là où du coup il y a une petite frustration, un inconfort qui commence à arriver. Et en fait, tu te retrouves bah, parfois, ouais, gêné d'être là avec ta famille parce que t'as rien à dire, parce que on te dit des formules de phrases que tu comprends même pas. Et en fait, c'est frustrant parce que tu te dis que t'es chez toi,
mais tu réalises que tu n'es pas chez toi et que tu n'as pas les clés pour être chez toi. Donc voilà, plusieurs choses comme ça qui font en fait naître une petite frustration et un inconfort. Et bah, au fil des vacances d'été qui se répètent, c'est à chaque fois en fait le même scénario. Et c'est une frustration qui en grandit, quoi. Une frustration, le fait de d'aimer son pays, mais finalement d'aimer son pays, d'aimer sa famille qui est sur place, mais finalement de ne pas pouvoir vraiment y appartenir parce que on se sent trop différent et on n'arrive pas à comprendre ni se faire comprendre. Donc en fait, c'est à partir de là où moi, il y a vraiment une volonté de me rapprocher du Maroc qui est née. Et je sais pas si je suis en train de spoiler déjà tes questions, mais en fait, c'est avec ces vacances d'été-là, du coup, après avoir un peu grandi, que je me suis dit, mais moi, c'est sûr qu'un jour dans ma vie, j'irai habiter au Maroc parce que je veux pas être un étranger chez moi. Parce que je veux être heureux au Maroc. Je veux me sentir chez moi. Et, et voilà, donc j'avais fait naître cette conviction-là que j'allais aller chercher mon Maroc en apprenant la langue et que j'allais être heureux avec mes deux pays, la France et le Maroc. Donc voilà, c'était né quelque part, voilà, je l'avais dans un coin de ma tête. J'encaissais la frustration, mais je savais qu'un jour ça allait changer. Et après, bah, j'ai continué ma petite life, mes petites études en France, à Paris. Et à la fin de mes études, il y a eu une petite étincelle qui s'est allumée. Et tu parlais dans certaines vidéos que ton père ne t'a pas appris à parler d'Arisa. Hmm. C'est pas genre tu lui en as voulu, mais comment ça a été le processus pour accepter ça et comprendre aussi la vision de ton père dans ce choix? Bah, c'est trop marrant que tu me poses la question aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, je me suis dit que plus jamais j'allais euh, dire que j'en veux à mon père de ne pas m'avoir transmis la langue. Mais c'était le sentiment que j'ai toujours eu. Parce que, bah voilà, mon père, il est marocain, je suis marocain, et en fait, à cause d'une non-transmission, ça me met dans des situations très inconfortables dans mon pays, dans son pays, dans notre pays. C'est-à-dire qu'il y a une composante de l'héritage culturel qui n'a pas été transmise, sauf que c'est peut-être l'une des plus importantes. Donc évidemment, ça t'enlève un bagage qui est très très précieux. Et moi, en fait, bah, en grandissant, je me suis toujours dit, bah, c'est de sa faute, quoi. Je me suis dit, c'est de sa faute. Et en fait, à chaque fois, c'était à chaque début de vacances d'été, j'étais en mode, bah, je me le disais à moi dans ma tête, hein, parce que c'est un sujet tabou dont on n'arrive pas trop à parler en famille. Vraiment, juste poser la question, pourquoi tu m'as pas parlé arabe? C'est une question très, très, très lourde. Est-ce que tu lui demandais, tu peux m'apprendre? Ouais, bah oui, bah en fait ça passe par étapes. Déjà, tu te poses la question à toi-même, pourquoi il m'a pas parlé arabe? Après un jour, après te l'avoir posé trop de fois, t'oses la poser. Et en fait, bah voilà, tu fais face à... Tu comprends en fait que c'est vraiment un tabou. Bah déjà, avoir des enfants, je suis pas parent, tu vois, mais déjà, avoir des enfants, éduquer ses enfants, je pense que c'est déjà un défi immense. Ensuite, quand tu es le fruit de l'immigration, tu as toi-même une histoire personnelle qui est très intense, très complexe. Alors, si tu dois la transmettre, bah, ça alourdit encore plus la responsabilité et le défi. Donc voilà, il y a des paramètres qu'il faut prendre en compte quand tu es l'enfant de quelqu'un qui t'a pas transmis la langue. Et aussi que c'était un couple franco-marocain. Exactement, Si ça joue aussi. si c'était une Marocaine, serait... Si ma mère était aussi marocaine, ça aurait pu jouer. Ouais. Mais oui, donc il y a ce paramètre-là aussi qui entre en compte. Et donc, moi, du coup, quand j'ai commencé à poser cette question à mon père, bah, en fait, je faisais face à un silence. Et c'est vrai, c'est genre des silences, c'est-à-dire, je te pose la question et tu me réponds pas. Parce que bah, je sais pas pourquoi. Enfin, maintenant, je sais un peu mieux. Mais du coup, oui, plusieurs fois, je lui ai dit, vas-y, maintenant, à partir de maintenant, on parle arabe. Sauf que ce scénario, en fait, on le connaît tous dans les familles biculturelles. D'un coup, tu branches tes parents, et tu dis, vas-y, à partir de maintenant, on parle arabe. Moi, il tentait de me parler, il me disait une phrase en arabe, je comprends rien. Il me dit une deuxième phrase en arabe, je comprends rien. Et en fait, bah non, on peut pas échanger. Donc, il y a souvent, genre, peut-être des prises de motivation comme ça, mais qui tombent à l'eau, parce que, bah, en fait, lui, ça lui prend de l'énergie. Moi, ça me prend de l'énergie et ça me crée de la frustration. Et en fait, bah, c'est pas possible comme ça, quoi. Donc, on oublie et on garde ce sentiment.
Et finalement, il n'y a pas de solution sur à travers des idées comme ça, quoi. Et avec les réseaux, justement, tu as réalisé que vous êtes des milliers dans cette situation? Bah, en fait, je savais déjà qu'on était des milliers dans cette situation. Je savais déjà parce que c'est une histoire, mon histoire, c'est l'histoire de plein de gens, en fait. Et en fait, ce qui est intéressant donc, quand tu dis tu savais que, c'est que oui, c'est un sujet dont on ne parle pas. Moi, par exemple, avec mes sœurs, mais on ne parle pas du fait qu'on se sent parfois étranger dans notre pays. Parce qu'en fait, si tu le dis, bah, chouma, c'est-à-dire que t'es marocain, mais t'es pas marocain. Et juste même le dire avec tes sœurs pour partager ce sentiment, C'était dur. c'est dur. Et en fait, ça t'installe dans cette identité de oui, ok, t'es marocain, mais oui, tu l'es pas aussi. En fait, le dire, c'est l'affirmer. Donc voilà, on évite le sujet, mais on l'intériorise. Et bah moi, en fait, quand je me suis lancé dans cette aventure en venant habiter au Maroc, je me suis dit, mais en fait, moi, là, je suis au stade zéro de la marocanité. Bon, vraiment, enfin, j'abuse un peu, tu vois, parce que j'étais très attaché au Maroc, je venais souvent, etc. Mais on va dire que j'avais ni la langue, euh, ni je connaissais que Saïdia, limite. J'avais fait 2 voyages au Maroc. Et à Marrakech, quand je suis venu ici, bah, je connaissais presque personne. Et même physiquement, on m'avait appris que que je ressemblais pas à un Marocain, même si maintenant j'ai réalisé que c'était complètement faux. Donc ça veut dire que j'avais tout pour me sentir étranger chez moi. Et je me suis dit, bah, je vais profiter de cette expérience pour casser tous les tabous et en fait permettre une discussion là-dessus. Et dire que c'est OK, qu'il il est jamais trop tard, qu'on peut réapprendre et que on peut accepter d'être qui on est. Oui, j'ai pas tous les bagages culturels de ma magnifique culture, bah, je vais aller les chercher et c'est OK. Et si au début je parle avec un accent de français qui me fout la honte, c'est OK. Et voilà, donc je voulais partager ça pour participer en fait à alléger ce poids, cette appréhension qu'on a et qui nous freine en fait dans notre quête identitaire et dans la manière dont on peut même être bien avec soi-même. C'est comme s'il manque des pièces d'un puzzle. Exactement. Exactement. Et c'est comme si on se compliquait nous-mêmes la tâche dans le montage de ce puzzle parce que le voyage dans le pays d'origine ou le lien avec les origines, c'est pas qu'un voyage géographique, c'est un voyage émotionnel. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de paramètres que juste changer de pays qui entrent en compte. Et notamment des biais mentaux comme bah, l'appréhension. Aussi, on s'est beaucoup moqué de nous dans nos familles quand on va en vacances d'été, quand on essaye de parler arabe. Même, et même entre nous, moi, combien de fois je me suis moqué de mon cousin et j'avais tellement honte. J'ai tellement honte de me moquer. En plus, il parlait mieux arabe que lui. Sauf qu'en fait, on profitait de chaque occasion pour se moquer l'un de l'autre. Ce qui fait on s'enfermait, en fait, on s'enterrait nous-mêmes en faisant ça. Parce que c'est un frein aussi. C'est un immense frein. Moi, ce qui est beau maintenant, c'est que à travers le Sinan le petit Marocain, donc mon compte sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui me partagent en fait eux leur vécu. Et quelque chose qui revient énormément, c'est moi, on s'est trop moqué de moi. Ouais, t'as plus envie, quoi. T'as plus envie, mais en fait, tu vois, dans la vie, il y a plein de gens qui se moquent de toi sur plein de choses, etc. Mais en fait, là, on parle de toi et vraiment dans ta chair, quoi. Et dans ton identité. C'est-à-dire que on vient remettre en question bah, Qui, toute ta personne, qui tu es, ouais. qui tu es. Mm. Sauf que toi, bah, t'es vraiment attaché à ta culture, attaché à qui tu es. En tout cas, tu essayes de t'y attacher. Sauf qu'on on t'expulse un peu de cette identité-là. Donc voilà, c'est un immense obstacle qu'on crée nous-mêmes malheureusement et qu'on nourrit. Donc voilà, c'était aussi pour renverser ça et dire que maintenant, bah, on n'est plus seul, mais on est ensemble pour avancer vers soi-même. Et j'aimerais revenir sur ton père à nouveau. Tu me disais que vous en avez reparlé par la suite, que tu le Hmm. comprenais mieux. Ça a été quoi la discussion là-dessus et comment tu vois les choses maintenant par rapport à lui? Bah alors, avec mon père, en fait, c'est drôle parce que c'est quand j'ai commencé à en parler sur les réseaux sociaux qu'on a vraiment Ouais. discuté. Parce qu'en fait, moi, quand je parle sur les réseaux sociaux, c'est pas pour dire j'en veux à mon père, c'est juste pour partager mon Ton histoire. histoire, ouais. Au bout d'un moment, on a chacun sa vie.
Lui, c'est un humain, je suis un humain. Chacun son histoire. Et en fait, bah, dire que mon père ne va pas parler arabe, euh, c'est pas lui faire peser ça sur les épaules. C'est juste partager moi mon ressenti. Et en fait, bah, c'est là où ça a commencé à ouvrir la discussion parce que je pense qu'il a ressenti d'une autre. Bah, en fait, peut-être que. Parce qu'en fait, je lui ai jamais fait le reproche de pas m'avoir parlé arabe. Je lui ai juste posé la question. Et jamais de ma vie, je lui ai dit, c'est de ta faute. Ça, c'est impossible à dire, tu vois. Et en fait, bah, à travers les réseaux sociaux, du coup, j'ai commencé à libérer ma parole. Et c'est là où ça. Je pense qu'il a pu mesurer et ressentir un peu plus bah, tout ce que ça représentait. Et c'est là où ça a ouvert la discussion. Et la discussion, elle est encore en route, hein. Il m'a beaucoup éclairé sur pourquoi il nous avait pas parlé arabe dès la naissance. Après, j'ai encore quelques zones de flou sur, ok, pas dès la naissance, mais pourquoi pas plus tard, même quand tu vois qu'on est un peu plus jeune, genre quand on a 5 ans, tu vois, genre il est jamais trop tard. Et tu sais qu'on va souvent au Maroc, tu nous vois au Maroc, tu vois qu'on peut pas communiquer, tu vois, je me dis des choses comme ça et j'ai beaucoup d'explications. C'est pour ça que j'ai aussi que je vais arrêter de dire que j'arrête en fait de dire que j'en veux à mon père parce que c'est pas juste un choix, c'est pas un choix qu'il a fait. Je pense que c'est quelque chose qui s'impose par défaut quand tu es un immigré arabe en France. Peut-être il y a le fait aussi de se projeter sur la durée en France et vouloir que ses enfants soient, tu vois, pleinement français. Exactement, exactement. En fait, moi, mon père déjà, il est né en Algérie française. Donc en Algérie à l'époque de la colonisation française. Donc à l'époque, c'était l'école française. Tu parlais arabe, tu te faisais frapper. Donc déjà, tu as un rapport à la langue compliqué dans ton pays. Ensuite, bah, il a grandi en Algérie et en fait, même après la colonisation, bah, l'Eldorado, c'était toujours la France. Et c'est là où il y a une autre dimension de la colonisation, qui est la colonisation des esprits, où même si tu as chassé le colon, eh bah, il reste le pays modèle, inspirant, tu te sapes comme les Français, donc pas de def, les chemises ouvertes jusqu'au nombril, les coupes Ouais, de... surtout sa génération à lui, je pense. Exactement, exactement. En plus, c'est drôle, il se moque de mes cheveux alors que à mon âge, il avait 10 fois plus, quoi. N'importe quoi, ils sont amnésiques de nos parents. Et voilà, donc, ce qui fait que déjà la France a cette image-là dans l'esprit des immigrés. Ensuite, tu arrives en France, ça veut dire que tu as quitté quelque chose. C'est l'histoire de l'immigration, ça. Pourquoi tu vas transmettre ton passé si tu quittes quelque chose qui, pour toi, est moins bien que ce que tu vas chercher? Pourquoi tu vas transmettre le moins bien alors que tu es déjà dans le mieux? Donc voilà, il y a cette volonté de transmettre le meilleur à ton fils. Et après, il y a ce côté d'être un immigré arabe en France, avec tout ce qui va avec l'intégration, l'impression que tu donnes aux gens, des choses comme ça. Donc il y a tous ces paramètres-là qui entrent en compte, qui fait que bah, finalement, mon père, il ne m'a pas parlé arabe, mais c'est pas parce qu'il le voulait. C'est parce que, en fait, je pense que c'est un choix par défaut, qui s'impose par défaut. Donc voilà, il faut être aussi indulgent et comprendre l'histoire de tout un chacun. Bien sûr. Moi, de la même manière que ma quête identitaire, elle est complexe, bah la sienne aussi. Et c'est pas parce que c'est un père qu'il a toutes les réponses et que il fait tout bien. Et peut-être si tu avais appris l'arabe, tu serais pas là aujourd'hui. Exactement. Ok, Bon, après, on va pas trop insister sur ce point parce que c'est son argument. Il dit que c'est grâce à moi. Franchement, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Mais exactement, bah c'est fiachir. Fiachir, c'est-à-dire que dans chaque, pas mauvaise nouvelle, mais chaque, on va dire, voilà, c'est un mal pour un bien. Fiachir, c'est un mal pour un bien. Dans cette mauvaise situation, il y a du bien. Et Fiachir a fait que j'ai voulu épouser mon identité parce que j'en avais marre de ne pas parler arabe. Et hop là, je suis là au Maroc et je vis la meilleure expérience de ma vie, en fait. Et avant que tu décides de venir au Maroc, justement quand tu es adolescent ou préadolescent, euh, tu remarques que tu as cette double culture. Comment ça se passe avec d'autres personnes d'origine marocaine? Bah alors moi, j'ai toujours été riche en fait de ma double culture. Vraiment trop riche. C'est une immense richesse. Et en fait, chaque jour, je le réalise plus parce que voilà, donc j'ai la chance d'être franco-marocain.
Né à Paris, grandi à Paris. Et je dis Paris parce que ça aussi, c'est un autre côté de l'identité. Paris, on est très cosmopolite. On a une forte diaspora africaine, ce qui fait qu'on se projette dans l'Afrique de manière beaucoup plus évidente, même que parfois des Marocains du Maroc. Les Français d'origine africaine à Paris, on est plus africains que certains Marocains du Maroc, tellement on arrive à se projeter dans cette identité africaine. Et la question, c'était... Bah, est-ce que tu avais déjà des réflexions? Ah oui, sur Euh, ma double culture. Oui, ouais. en fait, je l'ai très rapidement réalisé, la double culture. Tu fêtes Noël, tu fêtes l'Aïd. Moi, ma grand-mère maternelle, mes grands-parents du côté maternel, donc du côté français, ils sont très français. Vraiment très français. Ils s'appellent Christiane et Jean-Eudes. Et en fait, il y a toujours des pas chocs culturels parce que, en fait, ça fait juste partie de mon quotidien, mais des renversements culturels comme ça. Et moi, par exemple, je le remarque souvent le jour de l'Aïd parce que, du coup, moi, j'ai de la famille à Argenteuil, par exemple. C'est une ville dans la banlieue parisienne. Et j'ai mes deux familles maternelles et paternelles là-bas. Maternelle, donc je vais chez ma grand-mère. Et le jour de l'Aïd, bah, je vais chez ma grand-mère à midi. Non, pas à midi, mais en tout cas, je sais pas, un moment dans la journée avant de rejoindre la famille paternelle. Je suis avec elle, il y a du vin sur la table, il y a des belles dames blanches, on parle de sujets sympathiques, tu vois, vraiment ambiance franco-française. Et après, bah, je traverse la rue et je vais chez ma famille paternelle. Et là, on fête l'Aïd, on se réunit autour d'un couscous. Tu vois, c'est vraiment des changements culturels comme ça permanents qui t'enrichissent. Moi, c'est ma plus grande richesse. Euh, que ça soit pour les petits trucs concrets connaître les cultures, connaître bien la culture française, savoir comment manger à une table française avec deux couverts, quatre couverts, trois verres, savoir comment bien manger à une table marocaine, et aussi au-delà de ça, en fait, sur l'ouverture d'esprit. Et ça, je le remarque tout le temps, c'est que grâce à cette richesse culturelle, bah en fait, c'est trop facile pour moi d'accueillir les gens. C'est trop facile de les inclure, de les comprendre, parce qu'en fait, j'ai toujours été habitué à quelque chose de divers. Et pour te dire, je suis franco-marocain, j'ai de la famille. Je suis né en France, grandi en France. Ma famille est française. J'ai de la famille au Maroc, j'ai de la famille en Algérie, et j'ai un prénom turc. Et j'ai la moitié de ma famille française qui habite en Allemagne. En fait, moi, tu m'emmènes où tu veux et je serai à l'aise. Et c'est ça qui est trop beau dans la richesse culturelle. Donc, souvent, j'ai entendu parler de la crise identitaire. Dans mon cas, en fait, ça n'a jamais été une crise, ça a été un éternel mariage où chaque culture était un nouvel invité sur la table et on fait que encore plus rire, encore plus savourer le moment tous ensemble, quoi. Ouais, tu as bénéficié des deux côtés, quoi. Complètement. Et l'origine de ton prénom, tu as une explication? Ouais, bah mon prénom je le détestais quand j'étais petit parce que j'étais en mode Sinan, ça veut dire quoi ça, Sinan? Où est-ce qu'ils ont trouvé l'inspiration quoi? Et il y avait personne qui s'appelait Sinan, ça veut dire j'étais en mode mais c'est quoi ce truc quoi? Et en fait c'est mes parents avant d'avoir des enfants, ils sont allés en Turquie, ils ont visité Istanbul et ils ont visité toute la ville et ses monuments comme la Mosquée Bleue qui a été construite par Sinan, Sinan qui était le plus grand architecte de l'Empire ottoman à l'époque de l'empire de Soliman le Premier, très très grand empire. Et en fait, il a construit des monuments magnifiques. Et en sortant de la mosquée bleue, ils se sont dit si on a un fils, on l'appellera Sinan. Et voilà. Et est-ce que tu as été sur place? Et j'ai été sur place. Et ça, c'est marrant, tu vois, dans qu'est-ce que l'identité. Moi, je m'appelle Sinan, j'ai rien à voir avec la Turquie. Sauf qu'en fait, grâce à mon nom, j'ai un lien d'affection en fait avec la Turquie. Et j'y suis allé, je crois, quand j'avais 22 ans. Euh, je faisais, euh, je rejoignais en fait ma sœur qui faisait son tour d'Europe et je la rejoignais à Istanbul. Et du coup, j'ai visité la ville. Et en fait, quand j'étais devant le monument, tu vois, j'ai vraiment ce truc-là de waouh, mon prénom il vient d'ici. Et tu sais, j'ai touché la mosquée comme ça. Et en plus, elle est magnifique. J'étais en mode, Ça te symbolise. mais oui, mais c'est ça. Genre, tout s'explique. Parce que mon prénom, c'est un ovni en France. Il n'y a pas de Sinan en France, en tout cas pas dans mon entourage. Et du coup, là, j'étais en mode, ok, bah ça vient de là. Donc j'étais trop content.
Et pour l'anecdote, je t'ai dit qu'il n'y a pas de Sinan en France et que j'en ai jamais rencontré. J'en ai rencontré un seul. Il était caissier au KFC. Et en fait, j'entendais. En fait, il se prenait des coups de pression par son manager. Et j'entendais Sinan fait ci, Sinan fait ça. Et moi, j'étais en mode, comment ça? C'était la première fois que j'entendais mon nom Il existe pas un autre. prononcé par ma famille. Ouais. Et c'est quelque chose quand même. J'avais 19 ans. En 19 ans d'existence. Et bref, j'arrive à la caisse. Je lui dis, tu t'appelles Sinan? Il me dit, comment tu sais? Je lui dis, bah, moi, je m'appelle Sinan. J'entends Sinan depuis tout à l'heure. Et il m'a offert entrée plat dessert pour moi et mon pote. Il avait genre 26 ans et c'était la première fois qu'il croisait un Sinan en France. Donc, n'importe quoi. Et il t'a retrouvé sur les réseaux. Non, non, là, là, c'était bien avant que je commence à parler sur les réseaux sociaux. Mais autre anecdote drôle sur le prénom, c'est qu'il n'y a pas de Sinan ni en France ni au Maroc. Moi, je suis venu au Maroc pour me retrouver. Et un jour, je me balade dans les rues de Marrakech. C'est ça que je voulais te dire. Il y a une rue. Il y a un quartier, Derb Sinan. Quartier Sinan. Et je l'ai vu, je l'ai découvert en fait peu après que je sois arrivé ici. Et en fait, quand j'ai vu ça, tu sais, je me suis dit, c'est le destin en fait. C'est le destin et j'étais vraiment content. C'était trop bien. Genre, en fait, je me suis dit, j'ai ma place quoi. Bon, c'est un petit signe comme ça, mais ça fait vrai. C'est un grand signe pour moi parce que mon prénom, tu le vois nulle part. C'est un signe, ouais. Exactement. Et on revient sur ta décision de partir au Maroc. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête et c'était quoi au début l'objectif? Bah, déjà, le Maroc, à la base, c'était pas du tout le projet. Comme je t'ai dit, quand j'étais petit, je m'étais dit qu'un jour j'allais habiter au Maroc, mais c'était un jour. Et moi, du coup, bah, le concept, c'est que je commence mes études supérieures à Paris. Et en fait, dès le jour 1 de mes études, je savais qu'à la fin, j'allais me barrer. J'allais partir, j'allais vivre la vie. Parce que, oui, j'ai pas commencé en Belgique, mais en fait, nous en France, on a grave cette mentalité élitiste. Tu dois faire des études, tu dois faire un bac plus 5, tu dois faire les meilleures écoles. Et si t'es pas dans le top 3, top 5 des écoles de commerce, bah, on te fait croire que tu es un moins que rien. Donc en fait, on avance un peu avec cette pression-là. Et je pense que quand tu es fils d'immigré, bah, tu l'as encore plus. Parce que moi, bah, j'ai grandi avec ce truc de tu dois faire mieux que moi. Tu es obligé de faire mieux que moi. Et même parfois, j'avais partagé des métiers qui me faisaient rêver parce il y avait des gens qui m'avaient vraiment inspiré dans ces métiers-là, comme animateur de centre de loisirs. Quand tu partages ça quand tu es petit, tu vois, et en fait, tu te comprends en fait que t'as pas le droit. C'est dur de dire ça comme ça, mais en fait, tu comprends que tu es obligé un peu de viser haut parce que bah, tu dois comme récompenser des efforts qui ont été faits. Donc, tu as cette pression en plus là. Et moi, bah, j'ai très bien suivi le chemin, quoi, le chemin prétracé. Donc, Le moule. exactement. Donc, commencé par des études de compta. Après, je suis parti en Erasmus pour souffler un peu et me demander qu'est-ce que je voulais vraiment faire dans la vie. J'ai fait des écoles de communication et j'ai fini au CELSA Sorbonne, qui en gros est la meilleure école de communication de France. Donc voilà, je m'étais un peu tué à la tâche et ça me faisait vraiment, ça me renforçait dans la conviction de dès que j'ai fini mes études, je me casse et il n'y a plus personne qui me parle. Et je vais vivre la vie, tu vois. Et en fait, à la base, le projet c'était de l'Amérique latine. Parce que moi, je suis trop colombien dans mon cœur. J'adore parler espagnol. En fait, j'aime beaucoup parler les langues. Donc, depuis le jour 1, c'était le projet. Et en fait, pendant mes études au CELSA, j'ai fait un mémoire sur la construction identitaire des Français d'origine africaine et le rôle des marques de mode dans cette construction. Parce que c'était un sujet en fait qui m'intéressait tellement, c'était un sujet qui était personnel et en fait qui mêlait ce que j'aimais. Donc là, typiquement, tu vois, à la fois j'ai un style très parisien, tu le sais, tu le ressens, mais aussi bah, j'aime bien toujours être incarner en fait qui je suis. Donc là, tu vois, j'ai un t-shirt marocain, on va dire, avec des références Amazir, ici écrit Titrit, Très beau qui veut dire t-shirt, hein. merci beaucoup, C'est qui veut dire l'étoile. exactement, qui veut dire étoile. En amazir. En Tamazir, exactement. Donc voilà, je me suis dit, faisons un sujet. Et en fait, ce sujet-là, à la veille de mes études et de mon départ, de la fin d'études, et ben en fait, il m'a fait penser toute l'année à moi. Toute l'année à moi. Et j'étais en mode, waouh, là, c'est bien, t'as bientôt fini les études, tu vas partir kiffer ta vie, etc., etc. Et en fait, plus je pensais à moi, plus je me voyais au Maroc, en fait. J'ai commencé à un peu en parler ici et là. Je me suis dit, moi, pourquoi pas en vrai? Tu veux profiter de la vie?
Tu peux le faire au Maroc. En vrai, le Maroc, c'est un grand pays. Toi, tu le connais bien, mais tu le connais peu. Tu veux apprendre l'arabe. C'est peut-être le bon moment, en fait. Et plus j'ai avancé dans l'année, plus j'ai avancé dans mon mémoire. Et je me suis dit, bah, en fait, mais tu as largement de quoi kiffer ta life au Maroc. En plus, en faisant quelque chose d'utile dès le plus jeune âge. Donc, 23 ans, quand je suis parti, qui va te permettre bah, d'être encore plus équipé et plus heureux pour ta vie. Donc je me suis dit, le Maroc, c'est la meilleure idée. Si comme Sinan, vous avez ce rêve de vous installer au Maroc, j'ai une très bonne nouvelle pour vous et je suis super content parce que c'est la première fois que j'en parle sur cette chaîne YouTube. Je viens de créer un plan d'action en 7 jours vidéo à suivre. Ces vidéos, elles vont vous permettre de préparer votre installation au Maroc et d'éviter les erreurs que je vois le plus souvent. Si vous voulez commencer votre plan d'action dès maintenant, c'est le premier lien dans les commentaires et dans la description. Et donc, tu as pris l'avion. J'ai pas pris l'avion. J'ai pas pris l'avion parce que le voyage dans le pays d'origine, c'est pas un voyage comme les autres. J'ai pris le train et le bateau pour plusieurs raisons parce que déjà, concrètement, en fait, avant mon départ, bah, c'était une période archi intense. Je finissais mes études, mémoire, rendu de mémoire, tu te tues à la tâche. Après, il y a aussi ta life en perso. Il y a aussi ta life en perso. Après, je finissais mon alternance, donc je devais bah, voilà, finir le boulot. Ensuite, dire au revoir à tous les potes. Donc, en fait, tu n'as même pas le temps pour toi. Tu n'as même pas le temps de penser à toi. Tu es juste dans le sprint. Ok, je dois finir mes études. Ok, je dois finir mon boulot. Je dois dire au revoir à mes potes. Et c'est après que tu penses à toi. Donc, moi, je me suis dit, dans ce rythme-là, jamais de ma life, j'ai envie de claquer des doigts, 2 heures de vol, et ça y est, je suis à Marrakech, et je dois commencer ma nouvelle life, alors que je suis même pas prêt, en fait. Donc, déjà, pour m'immerger dans ce voyage, grâce à mon mémoire, mais aussi grâce à tous les événements auxquels j'ai assisté, je me suis plongé dans le Maroc depuis Paris, en assistant à des événements sur les cultures arabes, sur les cultures marocaines, en me rapprochant du Maroc depuis Paris. Et après, j'ai fait ce voyage en train et en bateau. Déjà, pour me rappeler les voyages qu'on faisait pour aller au Maroc pendant les vacances d'été. C'était vraiment une touche qui me plaisait. Deux, pour des raisons écologiques, parce que bah voilà, je préfère prendre le train et le bateau. Malheureusement, ce pas les solutions qui sont le plus accessibles, mais je voulais tenter et c'était vraiment une très très belle expérience. Ça me permettait aussi de voir des amis sur le passage, des amis d'Erasmus, pour dire que tout est lié. Aussi, concrètement, ça me permettait de me projeter en fait dans cette arrivée et dans cette discussion que je devais avoir avec ma tante Hajamina qui m'accueillait chez elle à Marrakech. Parce qu'elle parle pas français, je parle pas arabe et on va vivre ensemble. Et c'est une tante, c'est une grand-mère marocaine. Donc déjà, il faut la remercier, prendre de ses nouvelles, lui demander des choses. Et moi, j'avais 30 mots en fait. 30 mots et c'est aucune phrase. Donc voilà, ça me permettait de prendre le temps. C'était comme un chemin, un processus Exactement, qui t'a permis aussi de réfléchir à exactement, comment tu vas l'aborder. exactement. J'avais appelé mon voyage l'itinéraire d'un lever de soleil. Parce qu'en fait, à chaque jour, parce que du coup, je faisais Paris-Barcelone, Barcelone-Madrid, Madrid, sud de l'Espagne. Et en fait, à chaque jour qui passait, bah, je me rapprochais de plus en plus de la destination et c'était de plus en plus beau parce que je le ressentais. En plus, j'avais des amis que je rencontrais sur la route, donc ça égayait encore plus le voyage. Et ouais, et l'itinéraire d'un lever de soleil, parce qu'une fois là-bas, bah, voilà quoi, c'est être déjà sous le soleil du Maroc, mais aussi commencer un nouveau jour, commencer une nouvelle aventure et, euh, et en prenant le temps, tu vois. Comme si je contemplais ce lever de soleil, quoi. Ça pourrait être un film, hein. Ça pourrait être un film, mais vraiment, je pense que le partager dans un film, s'il y a des réalisateurs qui écoutent cette vidéo, ça serait vraiment quelque chose qui me plairait, ouais. Cette histoire, je pense que comme c'est une histoire commune, elle mérite d'être partagée. Et en fait, elle a de quoi toucher, quoi. Et elle dépasse bien au-delà de la culture marocaine, de la diaspora marocaine. Moi, ce que je partage, c'est une quête identitaire. Et j'ai le plaisir d'ailleurs, moi, c'est vraiment quelque chose qui me plaît, c'est que mon récit, il est inclusif et il est peut-être universel. C'est-à-dire que
Moi, il y a des gens qui sont français d'origine sri-lankaise qui me suivent et qui se reconnaissent dans ce que je partage. Des Français d'origine antillaise, des Français de tout le Maghreb. Donc en fait, c'est ça qui me plaît. C'est que on parle d'identité et que c'est un sujet universel. Tu nous racontes la rencontre alors Alors la rencontre, déjà magnifique rencontre. Beaucoup d'appréhension. Parce que voilà, j'étais en mode, bon, qu'est-ce que je lui dis? Qu'est-ce que je lui dis? C'était une tante que j'avais vue 2 ou 3 fois dans ma vie, pendant 2 ou 3 jours à chaque fois quand on passait à Marrakech. En gros, bah, on s'aimait beaucoup, hein, tu sais, quand tu viens ici, t'aimes toujours ta famille. Et c'est une tante très éloignée, sauf que au Maroc, il n'y a pas de tante éloignée. Il y a juste la famille. Et c'est même pas ma tante, hein. C'est la tante de mon cousin parisien par alliance et c'est sa grand-mère. Tu vois, c'est même et pas. c'est comme ta tante, on va dire. C'est ça que j'adore. C'est ça que j'adore dans nos cultures marocaines et arabes en général. Je pense que c'est. On peut faire le pont. Et du coup, je descends du quai, je la vois, elle m'accueillait avec une pancarte, Sinan. Et en fait, ça m'a vraiment fait plaisir parce que ça m'a rappelé quand tu arrives pour tes vacances d'été et tu sais que tu fais un câlin à ta famille. Ce câlin, il a une saveur particulière. Il a une sensation particulière. En fait, il a une chaleur qui, d'un coup, te fait sentir chez toi et te rappelle à quel point tu tiens à ta famille sur place. Donc, ce câlin a beaucoup parlé, mais après, les mots n'ont pas suivi. Ça veut dire que bah, on s'est enchaîné sur des salam alaikum, la baisse, la baisse, la baisse, la baisse, la baisse, mzian, 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 mzian. Et en fait, moi, j'avais rien, je savais pas quoi dire en fait. J'avais pas de mots, j'avais pas de vocabulaire, donc rien pour transmettre ce que j'aurais aimé dire. Et du coup, je me rappelle que je disais que mzian. Et en fait, avant, j'avais appris à peu près tous les prénoms de mes oncles pour demander des nouvelles, en fait, juste pour dire, pour créer de la conversation, pour dire Sofiane Mziane, Khaltimina Mziane. Et voilà, donc ça a été très oppressant parce que je le vivais très mal. On est monté dans le taxi, en silence. Je regarde la fenêtre, je sais même pas ce que je regarde. Et à la fois, t'es un peu submergé parce que t'es au Maroc. Tu reconnais les passages piétons et les bords de route rouge et blanc. Tu regardes les arbres, etc. Et en fait, mon regard était bloqué là-dessus, ma tante à ma droite, et en fait, on était en silence. Et ouais, je me rappelle, peut-être même je bloquais mon regard sur la fenêtre pour pas faire face à cette situation-là. Après, on est allé chez elle, toujours en silence. On entendait le bruit des pas, la porte qui se ferme. Et on a déjeuné, en fait. Elle avait préparé un plat qui s'appelle le kherchouf. Jour 1, je sais même pas parler arabe, j'ai un accent éclaté et tu me fais prononcer le kherchouf et j'étais en PLS. Et on en a ri ensemble, donc ça c'était beau. Et c'était un moment chaleureux, mais en fait moi j'avais intérieurement pour moi c'était difficile parce que bah voilà, je réalisais à quel point je pouvais rien lui dire alors que je sortais d'un voyage de 1 semaine et demie, que ça faisait je sais pas 5 8 ans que je l'avais pas vu. Et en fait c'est là aussi parce que moi tu sais je partais un peu avec des papillons dans le ventre, tu vois, avec l'année sabbatique, je vais profiter de la vie, etc. Ça a été une claque parce que j'ai réalisé à quel point bah, mon année sabbatique, elle allait pas être sabbatique. Et voilà, du coup, je suis allé monter dans ma chambre, je me suis isolé et je me suis dit, punaise, en fait, t'es trop loin de toi-même, tu vois. T'es beaucoup trop loin de toi-même. Tu sais même pas parler ta langue, tu peux même pas parler avec ta tante, tu peux même pas vraiment la remercier. Et c'est là où je me suis dit, c'est ta faute, papa. C'est l'une des choses que j'ai pensé. Mais c'est là où je me suis dit, bah ouais, là ça va être un petit combat, quoi. Et on va le faire, quoi. Est-ce que c'est ce moment qui a été décisif de ta décision d'apprendre à parler la langue? Alors, en fait, j'étais inscrit dans une école d'arabe avant même d'arriver au Maroc. Donc, moi, je savais pourquoi je venais. Donc, Ça a confirmé peut-être. en fait, ça m'a vraiment dit que, ouais, en fait, tu vas vraiment charbonner à l'école d'arabe et en fait, tu vas pouvoir parler avec ta tante, tu vas pouvoir faire partie vraiment de la famille et voilà, plus que sourire un peu bêtement ici et là, tu vas pouvoir participer, quoi. Tu parles de cours d'arabe.
Tu parles de Darija ou d'arabe classique? Bah, ça, c'est les trucs drôles de, de, de l'arrivée. C'est que moi, je viens pour apprendre l'arabe. Et en fait, je réalise qu'au Maroc, on parle pas arabe, on parle darija, qui est l'arabe dialectal. Donc, en fait, j'avais pris des cours de darija. Et pour moi, avant, c'était la même chose. Mais après, j'ai compris que c'était vraiment, il y avait vraiment une différence. Donc, ouais, j'apprends le darija depuis un bon moment. Tu nous expliques au Maroc toutes les langues qui existent? Ouais, bah, ça, c'est marrant. Au Maroc, on parle donc la langue nationale, c'est l'arabe, mais je dirais l'arabe littéraire. Aussi le français. Sauf que la langue qui est parlée au quotidien, c'est le Darija, donc qui est l'arabe dialectal, parce que, bon, toi tu le sais, mais c'est aussi à titre informatif, Ok. l'arabe, c'est la langue de l'Arabie Saoudite. Et nous, on dit le monde arabe, on est arabe, etc. Mais en fait, l'identité arabe, elle est beaucoup trop diverse pour être une. Et moi, je reviens d'Égypte, crois-moi que je suis pas arabe comme eux, oh. Et donc voilà, on parle arabe, tamazir, darija. Tamazir, c'est la langue des Amazirs, qu'on appelle berbère, mais amazir, c'est le nom approprié. Et même le tamazir, il y a différents dialectes en fonction du nord, du sud. Donc voilà, on a un pays qui est très riche culturellement et divers. Et c'est un pays et un peuple qui est très fort pour les langues aussi. Ah oui, alors ça, faut savoir un truc, c'est que les Marocains et la jeunesse marocaine est 1000 fois plus internationale que nous, Européens. En tout cas, dans le cas des Français, les Marocains nous mettent une distance dans la maîtrise des langues. Moi, depuis que je suis ici, mon niveau d'anglais a autant amélioré que mon niveau de Darija. Et en fait, ici, un Marocain, il parle minimum 3 langues déjà, à savoir arabe, français, anglais. Aussi, il peut avoir le tamazir. Il parle darija parce que c'est bien aussi de le différencier de l'arabe littéraire. Donc voilà, en fait, en arabe, un marocain, il t'enchaîne dans toutes les langues, quoi. Et même, Alors, il peut te parler espagnol c'est ça. en fonction des régions. Tu vois, Tanger, je suis arrivé à Tanger, moi, du coup, comme j'ai pris le train de bateau, il me parle espagnol. Donc en fait, oui, les Marocains sont beaucoup trop chauds en langue. Ils sont archi internationaux et franchement, bah, c'est beau, quoi. Alors que le français de base n'est pas du tout tourné vers les langues et vers Exactement. l'apprentissage. Exactement, nous, je pense que comme on a le français, on s'assied un peu sur nos lauriers, on se repose sur nos lauriers et on peine avec l'anglais. Je sais pas bon, je sais aussi pourquoi, parce que c'est peut-être aussi, il faut questionner la manière dont c'est enseigné. La méthode d'apprentissage. Voilà, exactement. Mais oui, les Français, souvent, on se cantonne au français, quelques notions d'anglais, quelques notions d'espagnol, euh, mais on n'est pas connu pour notre talent des langues, ça c'est sûr. Et à Marrakech, les Marocains du Maroc, ils parlent trop bien. Même allemand, chinois, Ouais, japonais. Et comment ça se passe au début, tes premières semaines ici? Comment tu te sens? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Waouh! Waouh! Ah, c'est agréable de repenser à ça. Qu'est-ce qui se passe en fait? En fait, c'est d'abord un voyage dans la nostalgie. Parce que, bah voilà, je suis chez ma tante, dans la banlieue de Marrakech. Elle m'envoie. Je connais personne sur place. J'ai pas d'amis. J'ai pas de quotidien, c'est-à-dire que moi je suis venu en année sabbatique, donc j'ai ni de boulot, ni d'activité sociale. Je sais même pas comment rencontrer des gens, parce que ça aussi ça fait partie de l'aventure. C'est que, bah, heureusement je connaissais ma tante, donc c'était cool parce que je pouvais être avec quelqu'un. Et même comme du coup j'habitais chez elle, ça m'a aussi largement facilité les choses pour m'installer. Mais en soi, pareil, tu sais, je me suis dit, mais comment on se fait des amis en fait? Tu sais, je me dis, mais. Et c'est marrant parce que tu t'imagines pas te poser ces questions-là, mais en fait, quand tu connais personne, moi, il y a personne qui savait que j'existais au Maroc. Personne qui allait m'appeler. Donc, ça fait partie des trucs marrants. Et du coup, les premières semaines, voilà, c'était vraiment bah, très. Avec ma tante, j'ai rencontré pour la première fois aussi des cousines que je connaissais pas. Donc, c'est se balader dans le quartier, accompagner ma tante ici et là, manger ensemble. Et en fait, à travers tous ces petits moments-là, tu te dis, ah ouais, c'est bon, là, je suis au Maroc, là, je suis chez moi, là, je reconnais, ça ressemble à ce que je connaissais, ça. Ah, ça me rappelle ça quand j'étais petit, que je venais et que on m'envoyait aller chercher des boissons au Hanou, des choses comme ça. Et en fait, c'est un câlin nostalgique qui te rappelle toutes les saveurs du Maroc que t'aimes. Comment les Marocains t'ont accueilli? Est-ce qu'ils te posaient des questions? Ouais.
Bah, ça, c'est souvent aussi quelque chose qui. C'est souvent un débat avec les gens qui me suivent, qui sont aussi franco-marocains, franco-maghrébins. Moi, je suis arrivé au Maroc en étant un petit Marocain. Je suis marocain, oui. Je suis né marocain. C'est... Personne ne va me le retirer. Mais je suis né ailleurs. J'ai grandi ailleurs. Ma culture principale vient d'ailleurs. Donc je suis marocain, mais j'ai tout à réapprendre. Et en fait, moi, quand je suis arrivé, je me présentais comme français d'origine marocaine. Et même quand j'étais en France, je disais que je suis français d'origine marocaine. Et en fait, bah, les Marocains, ils me disaient, ton père est marocain? Et en fait, ils me criaient dessus, t'es marocain. T'es pas français. Ils me disaient, t'es marocain. Ouais. Merhaba, nta djalna, t'es avec nous. Euh, et en fait, voilà, c'est directement, ils m'ont fait comprendre que entre eux et moi, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence parce que on est marocain. Et ça, la force aussi du Maroc, c'est son peuple, c'est son unité. Et le Maroc est riche de sa diaspora. Un seul exemple, l'équipe nationale de football du Maroc. On est la meilleure équipe d'Afrique, l'une des meilleures équipes du monde. Et grâce à quoi? Grâce à l'unité du Maroc, jusqu'aux Marocains du Maroc et jusqu'aux Marocains de la diaspora. Et c'est cette belle équipe riche de sa diversité qui atteint le toit du monde. Donc voilà, en fait, on m'a fait vraiment comprendre que j'appartenais à ça. Et petit à petit, en fait, ça m'a fait voir différemment mon identité. Parce que même en France, moi, du coup, comme je suis blanc de peau, souvent, on m'a ramené un peu repoussé de mon identité maghrébine en me disant, ah ouais, mais t'es vraiment arabe, toi? Ah, c'est bizarre, t'as pas une tête d'arabe. Tête d'arabe, savoir le plus grand non-sens de cette planète, tu vois. Et bah voilà, du coup, ça m'a dit que, bah non, en fait, les Marocains du Maroc m'accueillent, ils m'ouvrent les bras. Mais je pense que ça, c'est aussi grâce à ma démarche qui, en fait, était très modeste. Et c'est pour ça que je m'appelle le petit Marocain. Je suis un petit Marocain et je suis là pour apprendre. Et je vais apprendre à être Marocain. Et moi, je suis né Marocain, mais je le suis devenu à l'âge de 23 ans en habitant ici. Parce qu'en fait, aujourd'hui, si tu me demandes si je suis Marocain, je suis Marocain. Je suis vraiment Marocain. Donc il y a eu un déclic. Il y a eu un changement, il y a eu une intégration. Une intégration. Et aujourd'hui, le Maroc est en moi. Et je le ressens chaque jour dans ma manière d'être, dans ma manière de... dans les petits gestes du quotidien, dans les petites choses comme ça. Et le Maroc, quand tu apprends à être marocain, en fait, tu t'enrichis humainement d'une manière incroyable. Parce que c'est vraiment une belle culture. Et je dis pas ça parce que je suis marocain, hein. Limite, je pourrais dire ça parce que je suis français qui découvre une culture si riche humainement. Anecdote, il y a 2 jours, je suis sur la route Essaouira Marrakech. D'un coup, il y a un embouteillage alors que la voie de dépassement est libre. Je comprends pas pourquoi on ralentit, je comprends pas pourquoi on roule pas. Mon pote allait dépasser, c'est un franco-marocain aussi, mais lui, il vient au Maroc depuis très longtemps. Et en fait, il se rabat rapidement parce que devant nous, il y avait une camionnette avec un défunt, avec un défunt. Et en fait, personne ne dépassait cette camionnette avec le défunt. Personne. La route était libre. Et tout le monde se met derrière la camionnette. Et les gens de la voie d'en face, ils se mettent sur le bas de côté, warning, et ils s'arrêtent. Même parfois, ils descendent de la voiture pour respecter le défunt. C'est quoi cette histoire? Est-ce qu'on imaginerait ça en France? Et c'est pas pour comparer, dire l'un c'est pas bien, l'autre c'est mieux. Mais juste, ça t'apprend à être humain d'une manière différente. Et moi, je suis extrêmement heureux d'être marocain et de pouvoir apprendre cette humanité. Mais je l'apprends. C'est pas parce que je suis né marocain que je la connais. Non, ici, je réapprends tout. Et en tant que membre de la diaspora, quand on revient dans notre pays d'origine, il faut être modeste, sit down and be humble. T'es marocain, mais tu l'es pas. T'es marocain, c'est cool, on est ensemble, mais on va le devenir encore plus. Il faut respecter les locaux qui sont nés ici, grandis ici et qui vont tout apprendre. Est-ce que tu as des moments où ton côté français veut reprendre le dessus? Oui, il veut reprendre le dessus. J'ai des moments où, oui, mes cultures, et du coup, en étant ici au Maroc, s'entrechoquent parce que
Je suis quand même né et grandi là-bas, en France. Donc oui, parfois, il y a c'est pas des chocs, mais des petits trucs comme ça qui titillent sur la gestion des rendez-vous, sur la fiabilité des gens. Bon, après, faut vraiment pas généraliser. Mais il faut généraliser. En fait, c'est les deux. C'est-à-dire que on dit qu'il faut pas généraliser parce que oui, c'est pas bien de généraliser, mais c'est une réalité. En fait, c'est un quotidien. Mais en fait, c'est juste parce que bah, c'est une autre culture, c'est une autre manière de faire les choses. Et c'est pas pire qu'ailleurs. C'est pas un système de comparaison. Tu vois, et souvent, ce qu'on pourrait reprocher, un défaut, bah en fait, il y a la qualité du défaut qui va avec. Donc, par exemple, oui, fixer une heure de rendez-vous, c'est compliqué, sauf que un jour, tu peux envoyer un message comme ça, donner un rendez-vous comme ça à quelqu'un en une seconde, vous êtes réunis 10 minutes après. C'est-à-dire qu'on est beaucoup plus spontané, à la fois sur la ponctualité, mais aussi sur la disponibilité. Donc voilà, il y a la qualité des défauts qui va avec. Et c'est tout un système d'adaptation où, en fait, t'es pas chez toi, en fait. Bon, tu vois, c'est marrant ce truc parce que je te dis, quand je parle de moi, du coup, je dis, t'es pas chez toi. En fait, c'est ce truc de. Et en même temps, tu es chez toi. Exactement. Mais en fait, c'est ça, il faut apprendre. En fait, il faut apprendre à devenir marocain. Et du coup, faut pas, t'es pas chez toi dans celui que t'as appris. Ici, il faut que tu apprennes les règles différemment. Ouais, parce que toutes ces années en France, ça t'a mis un cadre et une mentalité aussi qui est Exactement. différente. Donc, Exactement. Et c'est pas la seule manière de faire. Le monde est bien plus grand que ton chez toi. c'est quoi tes trois kiffs du Maroc? Les trois choses que tu as le plus de gratitude, de joie. Moi, mes trois kiffs au Maroc, mon premier, c'est le Maroc d'aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est le Maroc qui brille par la culture, qui brille à la fois par sa tradition, mais aussi la culture au niveau international et la manière dont il réunit le festival international du film de Marrakech, le festival du livre africain, plein d'événements comme ça. Et c'est redécouvrir ce Maroc-là. Mon deuxième, je dirais Essaouira, parce que ça, c'est une ville qui a pris mon cœur d'une manière, mais ça s'appelle un braquage. Et Essaouira, c'est pas une ville, c'est une vibe. J'en avais fait une vidéo, ça avait parlé à tout le monde parce qu'en fait, quand tu passes par Essaouira, tu es obligé de ressentir ça. Et mon troisième kiff, c'est cette humanité et en fait le fait de pouvoir petit à petit l'apprendre. Parce qu'ici au Maroc, on t'apprend à être humain, à tendre la main, à écouter, à s'entraider, à faire société humainement très enrichissant. Quelles sont tes plus belles rencontres au Maroc? Non, mais moi, des plus belles rencontres, tu sais, il y en a tellement. J'ai tellement rencontré de gens qui m'ont marqué, mais à vie. Et mon rêve, c'est de pouvoir les remercier de la même manière, à hauteur de même 10 fois plus de ce qu'ils m'ont donné. Là, je pense directement à ma tante Nadia, qui n'est pas ma tante, mais qui est comme ma mère. C'est ni ma mère qui m'a en fait m'a adopté dans sa famille, qui m'a adopté dans sa famille et qui m'a fait me sentir chez elle, chez moi au Maroc. Et alors qu'on se connaissait, on va dire, ni d'Ève ni d'Adam, en fait, j'étais ami avec sa fille. Et bref, en arrivant à Marrakech, je l'ai rencontrée et en fait, elle m'a vraiment accueilli, m'a fait vivre la meilleure expérience au Maroc. Et elle m'a aussi donné une leçon d'humanité qui est juste incroyable. Elle m'avait accueilli chez elle pendant très longtemps et en fait, c'est là où je me suis dit, mais être marocain, c'est quelque chose. Et tu vois, ça peut faire fanatique de parler comme ça, mais en fait, regarde les leçons de vie qu'on me transmet. Comment tu veux penser différemment? Donc voilà, il y a ma tante Nadia que j'adore. Il y a ma tante Khadija, qui n'est pas ma tante non plus, qui est ma prof d'arabe. Parce qu'elle aussi, c'est comme ma mère au Maroc. Et en fait, aujourd'hui, si je parle aussi bien d'Aléja, bon, aussi bien d'Aléja, je sais même pas si. Enfin, j'ai l'impression de parler très bien d'Aléja, mais en tout cas, je me suis énormément amélioré. Bah, c'est grâce à ma tante, à ma tante Khadija, du coup, qui me transmet en fait le Maroc par la langue et par toute la culture qui va avec, parce que c'est pas juste des cours de d'Aléja comme ça, c'est intégré dans un contexte culturel. Et excuse-moi, qu'est-ce que tu as réalisé, enfin, qu'est-ce que tu as compris en apprenant la langue sur le Maroc que tu savais pas avant? Qu'est-ce que j'ai compris? C'est-à-dire dans.
En apprenant la langue, en découvrant certaines phrases, est-ce qu'il y a des choses que tu as découvert sur ta Ouais, culture et le pays? oui, bah alors c'est l'amour qu'on partage dans la langue arabe. C'est juste incroyable. C'est juste incroyable. En fait, quand un Marocain du Maroc, quand un Arabe, j'allais dire un Arabe d'Arabie, euh, je parle les locaux, tu vois, parce que on parle du Maroc, mais c'est aussi le cas dans le Maghreb et dans les cultures arabes. Mais bon, on va plutôt dire Maghreb et Maroc. Quand un Marocain te parle, c'est comme si ses paroles te faisaient des câlins tellement elles étaient douces. C'est-à-dire que moi, je suis choqué de la manière dont on se dit au revoir et toutes les phrases, toutes les manières de dire au revoir que tu peux dire. Il y a, bon, j'espère que je vais les prononcer avec un bon accent, mais il y a Leik Berbik, que Dieu te fasse grandir, que Dieu t'élève. Euh, Lahtek Saha, que Dieu te donne la santé. Euh, Layazak, je ne sais pas ce que ça veut dire. Euh, il y a 10 000 formules. Et en fait, c'est des souhaits qui sont juste incroyables. Nous, en France, on se dit salut, au revoir, à la prochaine, passe une bonne soirée. Sauf qu'ici, il y a vraiment ce souhait qui t'accompagne. Et en fait, tu te dis, ça te fait chaud au cœur. Donc oui, la langue arabe, c'est une langue chargée d'amour. Bah, ça me fait vivre cet amour au quotidien et j'adore en fait. J'adore. Et du coup, je me force à, plutôt, plus que dire pslama, je me force à dire ces formules de phrases pour bah, rendre l'appareil et souhaiter autant de bonheur à la personne. Voilà. Et ces phrases-là sont liées aussi à la religion, à Sont liés à la l'islam. religion. Et ça, c'est un cadeau immense parce que l'islam, en fait, la culture marocaine, elle est aussi belle parce que elle est entremêlée avec l'islam. Elle est islam, tu vois. Et la religion, mais apporte énormément dans, on va dire, dans la bienveillance de la culture marocaine. Quand je te dis l'exemple de on s'arrête derrière la camionnette pour respecter le défunt, mais en fait, ça, c'est l'islam. Et c'est trop beau. C'est trop, 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 trop beau. Et moi, ça me fascine. Ça me fascine. Et des exemples comme ça, je pourrais te les multiplier fois 1000 où justement la culture marocaine, grâce à l'islam, te fait des cadeaux qui sont incroyables. Ce week-end, j'étais à Essaouira. Il y a un pote qui vient de France pour la première fois au Maroc. Il sort de l'avion, il prend le taxi pour aller à Essaouira. Le chauffeur de taxi lui dit, tu viens chez moi, je t'invite à manger. C'est couscous aujourd'hui. À quelle heure? Dans quel monde? Ils se connaissent ni d'Ève ni d'Adam, hein. Et non, ça se fait. Parce que c'est pas magnifique, c'est juste marocain. Et c'est ça, tu vois. Ça, c'est l'hospitalité marocaine aussi, qui est Uhum. connue dans le monde entier. Exactement, mais c'est un monument national. C'est un monument national. Et tant mieux si on peut la partager euh, au monde. Tu sais, il y avait le mec, j'ai oublié son nom, qui fait J'irai dormir chez vous. Ouais, On lui posait la question, tu vois, genre le pays le plus hospitalier. Et il disait c'est le c'est le Maroc. Maroc en premier, quoi. Mais comment tu veux ne pas être d'accord avec lui? Et limite, moi, j'ai envie de te parler en tant qu'étranger. J'aime pas dire étranger, mais on va dire que de français au Maroc. Euh, Comment, en fait, c'est une humanité incroyable. Moi, ma tante qui m'accueillait à Marrakech, mon père, il l'a appelée 2 semaines avant que j'arrive pour habiter un an chez elle. C'était le projet. Et c'est même pas une question, en fait. C'est en mode, mais oui, évidemment, il a une chambre, il a tout pour lui, et on l'accueille, merhaba. Et moi, j'étais là, je faisais le français, et je dis à mon père, 6 mois à l'avance, ouais, peut-être tu peux lui envoyer un message, peut-être tu peux l'appeler. 4 mois à l'avance, bon, là, ça fait beaucoup quand même. Et 2 mois à l'avance, j'étais, non, mais tu veux pas que j'y aille, en fait, tu veux pas que je parte. Et tout était sous contrôle. Même un jour avant, c'était bon, hein. Exactement, mais ça aurait surpris personne. Et voilà, c'est ça la culture marocaine. Et l'islam vient l'enrichir. C'est beau, c'est beau, c'est beau, mais c'est tellement beau que, voilà, en fait, ça vient de là, la phrase que j'adore dire et qui est un simple constat, qui est que c'est pas magnifique, c'est juste marocain. Ici, c'est ordinaire, ordinaire. Donc voilà. On dit chokran. On dit choukran, c'est pas magnifique, c'est juste marocain. Vive le Maroc. Ah mais vraiment,
Et t'es venu ici pour un an. Là, t'as dépassé un an. Ouais, Qu'est-ce qui se passe? Tu restes ou tu... bah c'est ça. Ouais. Le Maroc, c'est comme le semaine. Une fois que tu as goûté, tu peux plus t'en passer. Tu vois, c'est vraiment ça, le Maroc. En fait, t'es obligé de tomber amoureux du Maroc. Et voilà, à la base, c'était une année sabbatique. Là, ça fait un an et demi. Et finalement, j'ai décidé de rester parce que, à la base, mon projet, c'était de faire une année sabbatique, revenir en France, bosser, faire ma petite life, tranquille dans la com, tu vois, me trouver un métier, commencer ma carrière, quoi. Et ça m'allait très bien. Mais en fait, je suis arrivé ici, j'ai commencé à apprendre la langue, découvrir le pays, et surtout, j'ai commencé à partager cette histoire à travers les C'est réseaux ça. sociaux. Et en fait, bah, cette histoire, rapidement, elle a réuni beaucoup de gens. Quand je suis arrivé au Maroc, j'avais un compte Instagram, un compte TikTok, mais avec zéro follower, zéro following. Et on était 700 sur Instagram. Compte totalement banal, je postais des photos de moi. Et après, j'ai commencé à parler du Maroc d'aujourd'hui et d'identité du Maroc d'aujourd'hui et de l'Afrique d'aujourd'hui. Et en fait, bah aujourd'hui, on est plus de 100 000 sur TikTok et Instagram. Et c'est une communauté en fait qui est réunie sur cette quête identitaire, sur cette quête de soi et sur le Maroc et l'Afrique d'aujourd'hui. Et en fait, cette histoire, elle me fait tellement de bien à partager. Je vois aussi qu'elle est très reconnue. J'ai été invité dans les plus grands médias, comme Entreprendre et vivre au Maroc. Très grands médias aussi comme Brut Afrique, TV5 Monde, Sur hein, 2 heures. sur 2M, 2M. Et c'est ça, sur les deux rives, sur les deux chez moi en fait. Sur 2M radio, 2M télé, aussi sur des grands événements prestigieux comme le Salon du Monde Arabo-Amazigh à Paris. Et j'ai conclu mon année sabbatique en étant invité à une conférence à l'Institut du Monde Arabe de Paris aux côtés de Nabil Wakim sur un sujet sur l'identité à travers la langue arabe. Donc en fait, j'étais en mode, bah, cette histoire, elle a beaucoup de valeur. Tu l'aimes, continue de la partager. Petite pause dans cette interview pour vous signaler que vous pouvez devenir un sponsor de la chaîne Entreprendre et Vivre au Maroc. Donc si vous avez envie de faire une collab avec nous, de sponsoriser une vidéo ou de mettre avant votre projet, vos services, vous pouvez nous contacter. On a créé une page spéciale sur le site. Je vous mets la page dans la description. C'est entreprendremaroc.com/collab. Ouais, pourquoi s'arrêter? Pourquoi s'arrêter? Surtout que ça me passionne. Et si je peux en plus vivre dans ce contexte-là en étant au Maroc, bah encore plus bénéf. Et en plus, moi j'ai fait des études de communication, j'ai fait mes études en alternance. Donc, pour te dire carrément, j'ai été community manager en master 1, j'ai été content strategist en master 2, c'est-à-dire que j'organisais des campagnes de communication à travers tout ce qui est événementiel, euh, et publicité non traditionnelle. On appelle ça les OPS, opérations spéciales. Bah, typiquement, on gérait des campagnes d'influence. Donc en fait, naturellement, sans l'avoir planifié, je suis juste passé du côté influenceur, même si je déteste ce nom, donc je suis pas du tout un influenceur. Mais voilà, je suis juste passé de l'autre côté du truc et je me suis dit, bah, fais ce que tu kiffes. Et moi, j'adore écrire, j'adore. Pourquoi j'ai fait des études de communication? Parce que j'adore partager. L'étymologie du mot communication, ça vient de mettre en commun. Il y a encore une étymologie qui veut dire vraiment plus rassembler, mais c'est ça, c'est la mise en commun. Et moi, c'est ce que j'aime. Bah, au tout début de l'interview, je t'ai dit que j'ai créé le Petit Marocain pour réunir. Et moi, c'est ce que j'aime. Et je le fais sur un lieu qui s'appelle les réseaux sociaux. Moi, j'aime bien aussi le terme partageur. Tu vois, on est des créateurs, on est des partageurs. Hmm. C'est ça, bah exactement, parce que créateur de contenu, bon, influenceur déjà, c'est un mot connoté et péjoratif. Créateur de contenu, ça veut rien dire. Un contenu, c'est quoi un contenu? C'est quoi le contenant? Et dire d'un mec qui parle sur les réseaux sociaux que c'est un créateur de contenu, ça revient à dire qu'un écrivain, c'est un créateur de papier. L'écrivain, c'est un mec qui raconte des histoires, il a un support, le livre. Le gars sur les réseaux sociaux, c'est un mec qui raconte des histoires, il a un support, les réseaux sociaux.
Voilà, ça c'est la petite parenthèse communicationnelle. On s'est un peu éloigné du sujet qui était pourquoi je suis resté. Mais voilà, du coup, je me suis dit, reste en tant que créateur de contenu sur l'identité et le Maroc et l'Afrique d'aujourd'hui. Et tes premiers contenus sur Instagram au Maroc, c'était réfléchi ou c'était spontané? Réfléchis, c'est-à-dire dans quel sens est-ce que la vidéo était travaillée ou Est-ce qu'il y est-ce avait une que... stratégie ou un objectif précis ou tu voulais juste partager? Franchement, tu sais, quand tu parles, quand tu commences sur les réseaux sociaux, t'es suivi par des gens qui en ont rien à faire de l'histoire que tu vas raconter parce que tu les as rencontrés par le biais d'amis, tu vois. Donc, il y a déjà un grand cap à, Ça t'a fait peur ou c'était ok? même pas. Évidemment, t'appréhendes, tu vois. C'est comme quand, dès que tu fais un post, tu te dis, ah, comment les gens vont voir et tout. Mais moi, je suis libre. Je fais ce que je veux, quand je veux. Si je veux partir, je pars. Et je suis bien en étant moi-même. Et j'encourage tout le monde à pouvoir être soi-même. Donc, en fait, ne jugez pas. Parce que vous voulez vous-même vous rapprocher de vous. Donc, ça m'a pas fait peur. Évidemment, il y a l'appréhension des débuts. Et malheureusement, il y a beaucoup de jugements sur les réseaux. Bah oui, mais en fait, c'est de la même manière que on se moque entre cousins de ton cousin qui parle arabe parce qu'il a un accent éclaté. Bah en fait, quand tu te moques de lui, tu es juste en train de t'enterrer toi-même. Quand tu te moques de quelqu'un qui fait ce qu'il aime sur les réseaux sociaux, à travers n'importe quelle plateforme même ou autre, bah en fait, tu es juste en train de t'enfermer dans ta situation. Tu t'empêches de rêver toi-même. Donc en fait, sois content pour les gens. Au pire, tu t'en fous. Et au contraire, inspire-toi-en pour t'aider à être toi-même, tu vois. Donc, est-ce qu'il y avait une stratégie quand j'ai commencé à communiquer? Non, mais il y avait une histoire. Et l'histoire, elle suivait son fil. Moi, elle s'écrivait sur le moment. En fait, c'était partager l'histoire que je vivais. Et une histoire qui s'écrivait de jour en jour. Après, oui, il y avait des thématiques, moi, que je nourrissais. Donc, à travers le rapport à la langue, le rapport à le pays d'origine, et je nourrissais ces thématiques par des idées différentes, des choses comme ça. Mais en termes de stratégie, non, c'était vraiment réunir. Et au début, je faisais que flopper, hein. Si ça, je tiens vraiment à le dire pour que tous les gens qui veulent se lancer dans quelque chose le sachent. J'ai floppé, 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 floppé. Je faisais des vidéos, j'étais tellement fier de mes vidéos, tellement content de partager ces messages-là. Et elles avaient vraiment des performances moindres. Et je me disais, mais c'est pas normal que ce soit mes potes qui like cette vidéo, alors que mais eux, ils likaient juste parce qu'ils me voyaient heureux, même pas parce que ça les intéressait. Donc c'était frustrant. Et un jour, il y a une vidéo qui est sortie. Et en fait, bah, toutes les vidéos que j'avais fait en amont, et bah, elles ont tous réaugmenté parce que bah, l'histoire était déjà là, l'histoire était qualitative. Donc ça, c'est vraiment un message pour dire aux gens, faites ce que vous avez envie de faire. Rappelez-vous que vous le faites pour vous. Rappelez-vous pourquoi vous le faites et continuez d'avancer. Tout ne dépend pas de vous. Et voilà, Jirounia, ça c'est la clé. Moi, c'est la clé de mon succès, c'est Jirounia et Fiakhir. Et c'est deux choses que j'ai rencontrées ici au Maroc. La preuve une illustration de ce que je te disais, c'est que je m'enrichis de la culture marocaine. Dirounia, ça veut dire le faire avec la bonne intention. Et en fait, bah voilà, garde ton cap et les portes s'ouvriront. Est-ce qu'il y a un contenu ou certaines phases qui ont fait que ton compte a explosé Ouais, complètement. Attends, juste pour compléter, parce que ça faisait un peu trop bisounours le côté euh, si vous voulez, vous pouvez. Et je tiens vraiment à dire que ça dépend pas que de nous. La preuve, moi je flopais, 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 mais dès qu'il y a une vidéo qui s'est, qui a percé, bon, à moindre échelle, hein, et bah le travail a été récompensé. Ça veut dire que c'est pas juste une question de si tu veux, tu peux. Il y a beaucoup trop d'autres paramètres. Il faut jamais s'en vouloir. Ça dépend pas que de nous. C'est ça aussi. Parce que je déteste sur les réseaux sociaux, on entend trop parler de. Il y a trop d'exemples de. On te force. Il y a une oppression au succès. Et on a l'impression que c'est ta faute si t'arrives pas. C'est ta faute si nanana.
Donc en fait, non, il faut casser le mythe. Et tous les gens qui te disent qu'ils ont réussi, en fait, faut vraiment essayer d'en savoir plus sur ce qu'il y a derrière. Parce que si tu es là à te glaner tous les jours de ton succès, bah en fait, est-ce qu'il n'est pas plus fictif et qu'il existe dans les mots que dans la réalité? Tu vois, il y a plein de choses à prendre en compte. Soyez indulgents avec vous-même. On vit pour nous-mêmes. Et voilà. C'est la persévérance. Au bout d'un moment, si tu es sur ta voie, que tu es aligné, tu fais les choses, ça peut prendre du temps. Parfois, ça prend des Voilà. années, hein. Exactement. Ça peut prendre des années. Exactement. Mais si tu lâches pas, après, tu as le cadeau. Voilà. Je pense que la persévérance, ça peut être une des grandes clés. Donc, est-ce qu'il y a un contenu ou Ouais. une vidéo qui a... Enfin, c'était laquelle? C'était quoi? Alors moi, du coup, je faisais que flopper. Donc, depuis un bon bail, quoi. Et un jour, j'ai posté une vidéo où je disais j'ai plus peur d'habiter au Maroc. Maintenant, je me sens à la maison. Et en fait, bah, dans cette vidéo-là, je partageais le fait que pour me sentir bien au Maroc, bah, je m'étais préparé longtemps à l'avance en m'immergeant dans des événements liés aux cultures arabes, en me rapprochant de mes amis de la diaspora, en me rapprochant d'amis marocains, tu vois, parce que même vraiment, je me suis dit, mais frère, t'es arabe, t'as même pas de pote arabe, chelou. Donc voilà, je me suis rapproché de tout ça. Ça m'a fait beaucoup de bien, ça m'a préparé mentalement. Et en fait, bah, un mois après être au Maroc, je me suis dit, bah, c'est bon, là, je me sens bien en fait. Je me sens à la maison, je sens que j'ai mon environnement. Et ça a plu à beaucoup de gens parce que ça a montré que tu peux te sentir chez toi dans ton pays d'origine. Parce que c'est une grande appréhension qu'on a. Est-ce que je suis vraiment marocain? Est-ce que je serai vraiment bien là-bas? Moi, ma plus grande peur, c'était d'arriver au Maroc et alors que j'étais venu pour l'épouser, bah, c'était d'officialiser le divorce. Du style, ça c'était vraiment ma plus grande peur. Ouais, c'est bien que je m'en rappelle maintenant, mais dans le train, j'étais en mode, imagine, oh là là, ouais, je viens de me rappeler d'un truc. Moi, une semaine avant de mon départ, tous les jours j'ai pleuré. Tous les jours j'ai pleuré parce que je me suis dit, imagine tu vas là-bas et en fait tu détestes. Tu détestes et tu te dis que tu t'es pas marocain comme les Marocains, que t'as pas envie de faire partie du peuple, que t'es pas accepté comme t'es, que tu te reconnais pas en fait dans le pays, alors que c'est le tien. Et ça, c'était vraiment une grande appréhension. Et en fait, bah, cette vidéo, ça montrait que c'était juste une appréhension, mais que grâce au Maroc d'aujourd'hui et au Maroc que j'ai découvert, je me sens pleinement bien chez moi. Et ça a résonné chez beaucoup de gens qui partageaient ce sentiment. Parce que j'entends aussi souvent des MRE qui disent, oui, ils aiment venir ici, mais ils seront incapables de vivre ici. Tu vois, il y a Bah, aussi ce cas-là, tu vois. et moi, c'était trop drôle. Sur mon voyage, du coup, où j'ai pris le temps de venir, deux Marocains de la diaspora, de France, des gens comme moi, je leur dis, ouais, je vais partir au Maroc en année sabbatique. Ils me disent, mais t'as pas peur? Et non, il m'a dit, mais t'as pas peur? Et le deuxième, il m'a dit quoi? Je crois qu'il m'a dit, t'as pas peur des Arabes? Ou t'as pas peur d'habiter au bled? Et non, c'est pas que j'avais peur, mais c'est que je les comprenais à 100% en fait. Eux et moi, on partageait la même histoire. On partageait le même rapport à notre pays d'origine. Et je comprenais totalement de quoi ils parlaient. Et en fait, même c'est ça, c'est ces phrases-là qui ont commencé à me dire, ah ouais, Sinan, là, t'es en train de voir tout en rose, mais est-ce que t'es prêt à une potentielle mauvaise sortie? Et voilà, ça a commencé à naître. Et après, bah, finalement, j'ai découvert la réalité du Maroc. J'ai remarqué aussi que les Marocains n'aiment pas quand on dit le mot bled, Moi, je déteste quand on dit le mot bled. tu vois. Il faut vraiment être un blédard pour croire que le Maroc, c'est le bled. En fait, si dans ta tête tu vas au bled, sache que au Maroc, t'es pas le bienvenu. Mais après, ça dépend de ce qu'on connaissait. Moi, avec mes vacances d'été, je connaissais le bled. Je connaissais pas le Maroc. Donc en fait, tu as le droit de connaître le bled. Le bled, c'est une réalité du Maroc. Sauf que le Maroc, en fait, il y a trois clichés sur le Maroc, pour moi. Quand tu dis bled, c'est le Maroc de tes vacances. Ouais, exactement. Exactement. Et pour moi, le Maroc, il est connu de trois manières. Le bled, pour la diaspora. Marrakech, boîte de nuit. Couscous chameau désert. Ça, le Maroc, tout le monde connaît le Maroc, mais principalement à travers ça, je dirais. Sauf que c'est des réalités, mais en fait, le Maroc, c'est tout ça. Plus que ça.
Exactement. Donc si toi, tu connais que ça, bah, c'est toi le blédard. Tu es à côté de la plaque, tu connais pas ton pays. Donc en fait, sit down, be humble. Ah, l'accent éclaté. Et voilà, et viens apprendre. Viens apprendre ce que c'est que le Maroc. Et ouais, dire bled, blédard, moi je déteste ça. Je déteste ça. Moi j'habite au Maroc, j'habite pas au bled. Et c'est normal que ça énerve de dire le bled, c'est n'importe quoi. Et en plus, c'est totalement contre-productif. C'est-à-dire que tu es marocain et toi, la vision de ton pays que tu as, c'est le bled. Mais en fait, j'allais dire nous, et je suis très content d'avoir eu cette intention-là, nous les Marocains du Maroc, on va te dire que tu es complètement à côté de la plaque. Et combien de Marocains du Maroc subissent ce cliché? Quand tu es à Marrakech, quand tu es à Casablanca, quand tu es à Rabat, etc. Mais blédard de quoi? C'est toi qui arrives avec tes idées reçues. Tu connais même pas ton pays. Et questionne-toi en fait sur la manière dont tu connais ton pays. En fait, c'est ça. Il faut se questionner sur la manière dont tu connais ton pays. Est-ce que tu as des amis dans ton pays d'origine? Ces amis, ils sont d'où? C'est des amis de la maison d'à côté avec qui tu joues au foot? Est-ce que c'est des amis que tu as rencontrés dans des activités? Qui est-ce que tu connais au Maroc? Et moi, justement, un truc que j'ai réalisé, c'est que tu connais vraiment un pays à partir du moment où tu as des amis dans ce pays. Et moi, ça a été en découvrant la jeunesse marocaine. Et même moi, qui suis sensible à ces sujets de Maroc d'aujourd'hui, respecter mon pays, etc., même moi, en arrivant, je me suis dit que j'avais des gros stéréotypes. J'ai réalisé ça. Et que j'avais même des stéréotypes colons. Donc en fait, venez apprendre, mais venez pour apprendre, quoi. Venez, mais venez pour apprendre. C'est une posture d'ouverture que tout le monde n'a pas, quoi. D'ouverture. T'es chez toi, mais t'es pas chez toi. En fait, c'est important quelque part dans sa tête de savoir que t'es pas chez toi. Et c'est pas une idée pour t'enfermer dans une idée que t'es d'ailleurs. Non. Pour t'illustrer ça, j'ai trouvé un très bon exemple. C'est que, regarde, la relation avec ton pays d'origine, c'est comme une famille. Quand tu es dans ta zone, hein, par exemple, moi, dans mon cas, en France, bah, j'ai ma famille nucléaire, papa, mes parents, mes sœurs, mes grands-parents, de qui je suis très proche. J'ai mes cousins, j'ai mes tantes. Bah, en fait, on est de la même famille. On ne fait qu'un. On partage le même nom de famille ou pas, mais on ne fait qu'un. Et voilà. Sauf que du coup, quand tu vas chez tes cousins, bah, en fait, c'est ta famille, c'est chez toi, mais c'est pas les mêmes règles. Tu te couches pas à la même heure. Tu t'appelles ta tante d'une manière particulière. Tu joues pas au même jeu. Et en fait, tu es chez toi, tu es dans ta famille, mais en fait, tu as d'autres règles à apprendre parce que tu as changé de maison. Donc, tu dois t'adapter. Voilà. Meilleur exemple pour faire comprendre la relation avec le pays d'origine. Je suis trop fier de moi. C'est quoi les contenus sur Insta que tu as pris le plus de plaisir à créer? Non, tu fais bien de le dire, mais moi, justement, par rapport à ça, j'ai carrément mes posts qui sont épinglés. C'est même pas ceux qui ont forcément le plus marché. C'est juste ceux qui. Voilà, merci. Merci, je te serre la main. Oh là là. Moi, le contenu, en fait. Parce qu'on kiffe te voir aussi à la plage, en train de découvrir ce que tu donnes beaucoup de joie dans ce que tu partages aussi. Uhum. Mais moi, en fait, ce que j'adore partager, c'est que moi, je suis un profil qui casse tous les clichés. Qui casse tous les clichés avec toute cette diversité culturelle. Et en fait, en tant que Français, dans un pays où le racisme se renforce, tu vois, j'aime parler de ça. J'aime, en fait, éclairer peut-être les gens sur la thématique du vivre ensemble. Et moi, les posts sur lesquels j'ai pris le plus de plaisir, c'est ceux du vivre ensemble. Celles où je partage. Là, j'ai l'image en tête. Magnifique, ma grand-mère, Mamie Christiane, avec ma tante grand-mère, Hajamina, les deux assises les unes à côté des autres, sur une table, enfin, autour d'une table sur laquelle on partage croissants, dattes, cornes de gazelle, tout ce que tu veux, tout ce qui nous réunit. Et là, tu as la France et le Maroc. La France, ouais, la France et le Maroc. Ma grand-mère Christiane, bah, c'est le Christ. Euh, Jésus-Christ directement, tu vois. Et ma tante Hajamina qui est voilée, voilà, la photo, elle est comme ça, elle est magnifique. Et en fait, tu te dis, mais c'est juste humain. C'est trop facile de s'aimer. Et moi, ce que j'aime diffuser, et ce que je veux diffuser, c'est
c'est aux gens qui n'ont pas le plaisir de vivre ça. Les mecs, juste regardez. Et vous êtes trop cons. Je pense notamment à tous les racistes, mais j'aimerais trop qu'ils tombent sur ces contenus-là et que ça les aide à s'éclairer en fait. Genre juste regarde. Où est-ce que tu vois une différence? Où est-ce que tu vois euh, un conflit? C'est trop facile de s'aimer. Donc ça c'est quand je partage des choses comme ça, c'est vraiment des messages qui me tiennent énormément à cœur Parce que tu es le fruit de ça aussi. parce que je suis le fruit de ça. Et en fait, c'est même pas un message que je véhicule, c'est je suis moi. Regardez les gars, ouvrez vos yeux. Parce qu'en France, le climat est très oppressant. Donc voilà, si ça peut aider aussi, c'est bien. Donc le vivre ensemble, ça, on va dire que c'est un peu dans une thématique plutôt franco-française. Le vivre ensemble à la marocaine. Moi, je suis trop heureux de voir le Maroc d'aujourd'hui et la diversité de l'identité marocaine, mais qui se traduit dans une unité. Et par exemple, j'ai adoré faire une vidéo sur le Ftour pluriel, qui est un événement qui réunit juifs, chrétiens, musulmans à la table, parce qu'on est tous marocains et que le Maroc, c'est la réunion. Donc voilà, c'est encore ce message de réunion, de vivre ensemble. Et au-delà du vivre ensemble, ouais, moi, je m'amuse énormément à partager l'Afrique d'aujourd'hui, en fait, à casser les clichés. Un reportage qui m'a beaucoup plu, c'est quand je suis allé à Émile Schill et que il y avait un cliché en fait pendant le festival du mariage. Il y avait un cliché, c'est que dans cette région, les gens achètent les femmes pour se marier. Et en fait, bah, ce cliché, c'est juste un cliché de gros Européens qui connaît rien de la région, qui fait comme Tintin au Congo, qui arrive, qui voit, ah ok, là il y a un gars, il y a une cérémonie de mariage, là il y a un homme, il a lâché un billet de 100 dirhams, il repart avec une femme, ça veut dire qu'il a acheté la femme 100 dirhams. Bah en fait, tu vois, parfois c'est bien de laisser l'histoire écrire par ceux qui la connaissent et ceux qui la partagent que par des étrangers. Et en l'occurrence, non, c'est juste un système de dotation. Et en l'occurrence, dans cette région, il n'y a pas de dotation, mais c'est plutôt une culture musulmane, la dot. Donc là, ils l'ont adopté en faisant une dot symbolique qui vient juste bah voilà, compléter cet acte de mariage. Mais les gens, évidemment, qui se connaissent. Évidemment qu'ils se connaissent d'avant, etc. Donc voilà, c'est des stéréotypes qui collent à la peau du Maroc et de l'Afrique que j'aime bien démonter pour montrer la beauté de la réalité, tout simplement. Donc voilà, je prends Et énormément de plaisir à faire ça. aussi, le Maroc d'il y a 100 ans ou 50 ans, très différent, tu vois. Ça Complètement. évolue en permanence. Complètement. Un autre type de contenu que j'aime bien partager, c'est ouais, bah, à la fois le Maroc d'aujourd'hui mais, et l'Afrique d'aujourd'hui, mais c'est aussi voilà, les surprises du Maroc. Comme un jour, Anas, qui me suivait sur les réseaux sociaux, en plus à l'époque, au tout début, qui me dit, mec, j'adore ton contenu, je t'invite à Rabat pour te faire découvrir le Maroc et te découvrir la ville. Et voilà, le mec, il m'a accueilli chez lui, chez ses parents, qui m'ont accueilli comme un roi, nourri, logé. Et en fait, bah voilà, partager cette réalité, moi, c'est mon plaisir. Partager le Maroc d'aujourd'hui, c'est mon plaisir. Et quelles sont les zones que tu dois encore explorer ou que tu aimerais Le explorer sud, plus? Dakhla, j'ai pas fait. Tout ce qui est en dessous de Dakhla, j'ai pas fait. J'aimerais bien revenir chez moi aussi à Saïdia, ça serait bien. Saïdia, Berken, tout ça. Nador, j'ai toujours entendu parler de Nador sans l'avoir fait. Et ouais, non, j'aimerais bien découvrir tout ça. Je pense que tu kifferais aussi tout ce qui est Ouarzazate, Zagora et Ouarzazate, j'y suis Seft. allé. Merzouga. Mais ouais, j'ai envie de faire ces zones-là parce qu'elles sont très apaisantes. Prendre le temps aussi. Ouais, exactement. Et j'adorerais découvrir. Il me reste encore plein de voyages à faire. Plein, plein, plein. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite des aventures? Alors pour la suite, bah, c'est de pouvoir réunir encore plus à travers les gens qui se reconnaissent dans cette histoire-là. Et voilà, de pouvoir continuer à partager l'Afrique d'aujourd'hui. Quand je dis partager, je fais bien attention parce que moi, je fais pas briller le Maroc, je fais pas briller l'Afrique. Ils ont pas de moi, ils ont pas besoin de moi pour briller. Moi, je partage la lumière. J'essaie de faire de mon mieux. Euh,
Me souhaiter pour la suite, Continuer. ouais, continuer, non, continuer sur cette lancée-là, que je puisse bah, pérenniser le projet et pouvoir euh, inviter plus de gens, en fait, directement à découvrir le Maroc et à découvrir l'Afrique d'aujourd'hui. Parce qu'on n'a pas parlé de ça, mais tu as passé un cap aussi où maintenant tu fais des collabs, des partenariats. Ouais, bah, on concrétise en fait du coup le projet créateur de contenu. Et maintenant, bah, je fais des collabs et des partenariats qui ont tous, toujours pour but bah, d'aider les gens dans leur aventure marocaine, dans leur aventure africaine, pour, bah, voilà, à travers toutes les choses qui, moi, m'auraient été utiles et qui contribuent de manière positive à améliorer ton expérience sur place. Je vais mettre le lien de ton Instagram. Avec plaisir. C'est le meilleur moyen, je pense, pour. Exactement, merhaba. Et même, j'allais dire, je vais bientôt créer une chaîne YouTube parce que je pense que parfois j'ai tellement de choses intenses Ouais. à partager que On t'attend sur YouTube, hein. et je vais arriver d'une manière, mais tu sais pas, j'ai vraiment parce que moi ma vie depuis que je suis parti dans les sabbatiques, c'est un film dont je connais pas le scénario, mais je vis chaque scène avec la plus grande des spontanéités, tu vois, et la plus grande des joies. Et en fait, Je te verrais bien sur des longs formats. ouais, Ou bah après c'est jamais facile de faire des vidéos, tu sais. Je sais très bien, toi. Mais j'ai beaucoup appréhendé avant de me lancer sur YouTube. Là, je me dis que c'est peut-être une bonne idée. Mais voilà, on va le faire petit à petit. bon, je mettrai ta chaîne. Avec plaisir. Je vais la créer d'ici là. Mais ouais, merhaba sur le petit Marocain, sur Sinan le petit Marocain, sur Instagram et TikTok. Et voilà. Et voilà. Merci pour cet échange. Merci à toi. Moi, je veux te C'était dire aussi que c'est vraiment un plaisir d'avoir fait cette interview avec toi. Parce que toi, tu fais partie du type d'étrangers qui sont venus au Maroc que j'aime bien. Parce qu'il y a beaucoup d'étrangers qui viennent au Maroc, mais qui réalisent pas en fait à quel point ils font du mal au pays. Et en fait, qui s'enferment dans leur petite bulle d'étrangers sans apporter vraiment au pays. Et toi, tu fais vraiment partie des gens qui partagent cette belle image du Maroc dans sa simplicité, dans ce qu'il a d'unique, et aussi à travers des récits de gens qui ont appris à aimer le Maroc. Et ça fait du bien parce que malheureusement, il y a beaucoup trop d'étrangers qui parlent mal du Maroc. Et on a besoin de plus de gens comme toi. Donc bravo. On dit shukran. On dit choukran. On dit choukran. Merci, Sinan. Merci à toi, Stéphane. Ça fait plaisir. C'était une belle interview. Franchement, trop bonne interview, hein.